Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce 4e rendez-vous d'actualité webinaire de l'IREO, le dernier de cette semaine, mais pas le dernier de notre longue série, comme vous le verrez tout à l'heure, je vous en reparlerai en fin de webinaire. Alors, je suis heureuse d'accueillir aujourd'hui Aurore Maréchal, qui est consultante en ressources humaines et en protection des données personnelles, pour une intervention sur le Covid-19 face effectivement aux données, à la collecte des données de santé. Alors, quelques rappels avant de lui laisser la parole. Vous avez toujours votre onglet chat qui vous permet d'échanger en toute bienveillance, mais surtout un onglet questions où je vous remercie de poser vos questions et non pas dans l'onglet chat. Je ferai effectivement dans ces cas-là un récapitulatif des questions pour Aurore et dans ces cas-là, à la fin de cette intervention, elle pourra répondre à toutes les questions qui auront été posées et les questions qui n'auront pas trouvé réponse lui seront posées par mail et elle apportera une réponse complète dès qu'elle le peut. Alors, je vois qu'Aurore a déconnecté, ça a déconnecté pendant quelques minutes. Alors, le temps de retrouver Aurore, de laisser la parole. C'est les soucis et les joies de l'Internet, vous nous en excuserez. Je laisse tout de suite la parole à Aurore et je vous dis à tout à l'heure, tout de suite dans le forum chat et dans le forum des questions. Alors, merci Muriel. Bonjour à toutes et à tous. Donc, on va passer la prochaine demi-heure ensemble pour traiter du Covid-19 et de la collecte des données de santé des salariés. Alors, un sujet d'actualité, effectivement. Alors, dans le contexte du Covid-19, plus particulièrement avec les derniers textes qui viennent de sortir en matière de médecine du travail et la dernière décision du Conseil constitutionnel autour de l'application Stop Covid. Alors, sur la thématique, plus particulièrement ces derniers temps, on a énormément de questions qui nous remontent de la part de nos clients, de savoir si effectivement on a le droit par principe de collecter des données de santé sur les salariés, savoir si on peut imposer les prises de température à l'entrée des locaux, dans les locaux, savoir si on peut réaliser des tests de Covid-19 dans le cadre de l'entreprise, savoir si on a la possibilité de demander à nos salariés si ils sont partis dans des zones à risque à l'étranger ou ont été en contact avec des zones potentiellement à risque dans le cadre du Covid. Plus particulièrement ensuite sur l'application Stop Covid, est-ce qu'on va avoir la possibilité de tracer les expositions de nos salariés grâce à cette application Stop Covid, savoir si on peut tracer dans un fichier ou un dossier le fait que mon salarié a été contaminé ou exposé, et puis de manière un peu plus globale, est-ce que l'état d'urgence sanitaire justifie-t-il tout en matière de santé et de données de santé dans le cadre de l'entreprise et à l'égard de nos salariés. Donc, quelques rappels en préambule, mais très, très rapidement, puisqu'il y a déjà eu antérieurement un webinaire animé par Maître Barège à ce propos. Juste rappeler en préambule que l'employeur a quelques obligations en matière de santé et de sécurité au travail, et que donc l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, donc notamment avec des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information, de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, et de manière plus générale, certains principes de prévention à respecter, en l'occurrence éviter les risques, combattre les risques à la source et prendre des mesures de protection collective pour protéger la santé et la sécurité des salariés, puisque c'est notamment ce qui aujourd'hui amène les employeurs à se dire mais j'ai une obligation assez forte qui est posée par le Code du travail, si je ne la respecte pas, ma responsabilité pénale, civile au niveau d'un conseil des prud'hommes peut être engagée, donc je dois faire tout ce qu'il faut pour faire en sorte d'éviter que le risque se matérialise, donc je dépiste, donc je mets en place des campagnes, donc je mets en place des questionnaires, etc. Alors, on verra un peu plus tard si l'employeur est légitime à aller jusque-là, mais en tout cas, le premier principe de base d'obligation d'employeur est posé. Alors, il n'y a pas que l'employeur qui a une obligation en matière de santé et de sécurité, et qu'on vient de le rappeler également. C'est que tout à chacun dans l'entreprise doit prendre soin en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé, de sa sécurité, ainsi que celle des autres personnes concernées par ces actes
ou ses omissions au travail. On verra en quoi ce principe du Code du travail trouve aussi écho dans le cadre de l'épidémie de Covid-19 et dans ce qu'il y a lieu de faire dans l'entreprise de la part de l'employeur, mais également de la part du collaborateur dans l'entreprise. Quelques petites limites, alors c'est pas forcément exhaustif, mais qui ont tout un sens dans le cadre de la protection des données personnelles et plus particulièrement des données de santé. Et vous comprendrez pourquoi dans le cadre de la décision du Conseil constitutionnel. Donc l'article 9 du Code civil pose un énorme principe, c'est que chacun a le droit au respect de sa vie privée. Donc, à partir de ce moment-là, dans quelle mesure l'entreprise et l'employeur a la possibilité de faire intrusion dans la bulle et dans la sphère privée du salarié, y compris quand il se trouve au temps et au lieu de travail. On a des petites particularités en plus ces dernières semaines liées un peu plus particulièrement à la déportation du travail de la sphère purement professionnelle vers la sphère privée par l'intermédiaire du télétravail. Donc, dans quelle mesure aussi cette protection de santé et sécurité va pouvoir s'appliquer alors même que le salarié est chez lui. Deux autres grands principes sur lesquels je passe rapidement et ensuite on passera au vif du sujet, c'est que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché. Donc toute la difficulté va être de pondérer l'intégralité de ces principes pour savoir si certains types de mesures privatives de certains droits et libertés individuelles tels que le respect aux droits de la vie privée sont justifiés par le fait que nous soyons en contexte d'état d'urgence sanitaire et dans le cadre de l'épidémie de Covid-19. Et enfin, dernier point, aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée, et c'est pour ça que j'ai mis ce dernier principe sur cette diapo, c'est qu'aucune information ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance. Donc à partir du moment où la collecte serait mise en place au niveau des données de santé, on verra dans quelle mesure elle peut se mettre en place, il y a une obligation d'information préalable. Alors, à la fois des représentants du personnel, puisqu'ils ont la primeur de ce type d'information avant que le moyen de collecte soit mis à disposition et mis en application, et également du collaborateur dans l'entreprise. Passé ce rappel de grands principes, on va maintenant rentrer vraiment dans le cadre de la définition de la collecte des données de santé, alors exclusivement au sens du règlement général sur la protection des données personnelles, le RGPD, qui est entré en vigueur le 25 mai 2018 et qui a été ensuite transposé en droit interne par différentes lois informatiques et libertés de 2018 et 2019, avec quelques éléments de définition. Une collecte de données, au sens du RGPD, c'est ce qu'on appelle un traitement de données personnelles. Donc, le RGPD définit un traitement comme toute opération ou tout ensemble d'opérations qui sont effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés. Donc, on entend déjà là le fait que ça puisse être informatique ou papier. Et qui sont appliquées à des données ou à un ensemble de données à caractère personnel. Donc, le RGPD vise expressément la collecte comme étant un traitement au sens du RGPD. Ce que le RGPD entend par données à caractère personnel, ça va être toute information qui va permettre soit d'identifier directement la personne, son nom, son prénom, mais qui va également permettre de la rendre identifiable par éventuellement un croisement de données, un numéro de matricule. Vous allez éventuellement avoir une adresse mail, une adresse IP. Donc, à partir du moment où cet élément, par un jeu de recoupement, permet de vous identifier, vous allez être dans de la donnée à caractère personnel. Et plus spécifiquement, on va un peu plus loin dans le raisonnement, on comprend bien qu'une donnée de santé va être une donnée à caractère personnel et qui va faire l'objet d'une mesure spécifique de protection dans le cadre du règlement général sur la protection des données. Alors, il y a une définition qui est vraiment donnée par le RGPD sur les données de santé et vous allez voir qu'en fait, cette définition est vraiment très, très large puisque concernant la santé, c'est vraiment les données relatives à la santé physique ou mentale, passée, présente, future,
Donc, on draine vraiment de manière très, très large toute donnée concernant la santé de la personne. Physique, donc ça ne concernera que les personnes physiques, effectivement. Les personnes morales, les sociétés ne seront pas concernées par la définition de la donnée de santé en tant que telle, qui relève des informations sur l'état de santé de la personne. Donc, on comprend bien quand on lit cette définition qu'il va y avoir effectivement à la fois les antécédents médicaux, le dossier médical, ça c'est ce qu'on a en tête quand on va spontanément parler de données de santé, on va se dire, bah voilà, c'est tout ce qui concerne mon dossier médical. Mais si on va un peu plus loin et quand on regarde vraiment cette définition très très large, encore une fois, ça va englober également tout ce qui est maladie, arrêt de travail, quand on va se basculer un petit peu sur le domaine un peu plus RH, tout ce qui va être déclaration de handicap dont on va avoir connaissance l'employeur, les notifications de taux d'invalidité, les informations concernant éventuellement des prises en charge dans une structure de soins spécialisée, les avis d'inaptitude, d'aptitude, aptitude partielle qui sont quand même révélatrices d'une partie concernant la santé du collaborateur. Ça peut concerner aussi le fait qu'on fasse un certain nombre de croisements avec différentes données. Alors là, on sort un peu plus du cadre éventuellement de l'entreprise, mais aujourd'hui, quand vous avez des éléments qui vous sont demandés sur votre taille, votre poids, le nombre de pas que vous faites sur la journée, si vous prenez chacun des fichiers séparément, en tant que tel, ça pourrait ne pas être une donnée de santé au sens du RGPD, mais à partir du moment où on recoupe la taille, le poids, vous obtenez ce qu'on appelle l'indice de masse corporelle, et en fonction du résultat que vous obtenez, vous avez la possibilité éventuellement de savoir si votre collaborateur est en surpoids, est en situation d'obésité, et donc éventuellement un peu plus vulnérable au niveau de son état de santé. Et vous pourriez être tenté en tant qu'employeur de récupérer cette information pour éventuellement mettre en place des mesures plus ou moins discriminatoires à son encontre. Donc, ce n'est pas forcément exhaustif au niveau de ce qu'est une donnée de santé au sens du RGPD, mais ça vous donne déjà un petit aperçu de ce qu'on pourrait avoir. À l'inverse, le numéro de sécurité sociale qui pourrait éventuellement être… puisque avec le numéro de vous n'avez pas la possibilité au niveau de l'entreprise de récupérer de données de santé à l'égard de vos collaborateurs. Alors, maintenant, on va aller un petit peu plus loin dans le raisonnement. Maintenant qu'on sait ce qu'est une donnée de santé et le fait qu'on ait éventuellement mis en place une collecte de données de santé et que donc on rentre dans le cadre et dans le champ d'application du règlement général sur la protection des données, est-ce que j'ai le droit de collecter les données de santé de mes salariés? J'irai même un peu plus loin, c'est est-ce que dans certains cas, je n'ai pas le devoir de collecter les données de santé? Alors, nous avons quelques soucis de connexion apparemment pour Aurore. Je fais suite d'ailleurs aux nombreux messages que vous m'avez laissés sur le chat ou dans le forum des questions. Alors, la connexion vient apparemment le problème vient de sa connexion. Donc, le temps qu'elle réactualise sa page, ça fait partie des soucis, vous le comprendrez bien, de l'Internet et des problèmes de connectivité. Aurore, tu nous as retrouvés? Oui, c'est bon, moi je Alors vous ai. voilà, on avait quelques problèmes de son, je te le précise tout de suite en début d'intervention, que ça coupait de temps en temps. Donc apparemment, on va couper ta vidéo pour éviter de prendre trop de connexion. Peut-être juste couper ta vidéo et laisser juste le son. OK? OK, oui, pas de souci. Donc, j'en étais au fait de poser la question de savoir si j'ai le droit de collecter des données de santé des salariés et si même dans certains cas, je n'aurais pas l'obligation de collecter les données de santé de mes salariés. Donc, par principe, le RGPD interdit le traitement de données à caractère personnel pour certaines catégories de données. Et vous voyez dans cette liste très exhaustive qu'apparaît bien clairement le fait qu'il est interdit de traiter des données de santé et donc il y a une protection particulière et un principe d'interdiction qui a été posé sur le RGPD. Bien évidemment, tout principe a ses exceptions. Vous voyez ici la liste exhaustive des exceptions. Donc, c'est-à-dire que par exception, on peut traiter des données à caractère personnel relevant de la santé. Alors là, je n'ai mis en évidence
que celles qui ont un lien direct avec l'état d'urgence sanitaire et le fait que nous soyons en période de Covid. Alors, on va partir du principe qu'on va pouvoir traiter des données de santé dès lors que le traitement va être nécessaire à l'exécution des obligations et l'exercice de droits propres au responsable de traitement. Alors, je ne rentre pas dans le détail, mais le responsable de traitement, ici, ce sera l'employeur. Parce qu'il y a une obligation en matière de droit du travail, en droit de sécurité sociale ou en droit de la protection sociale. Donc, vous voyez bien déjà qu'on sent bien que la donnée de santé va pouvoir être collectée dans le cadre du RGPD par exception. Deuxième exception qui a tout un intérêt dans le contexte actuel, c'est le fait que le traitement soit nécessaire aux fins de médecine préventive ou à la médecine du travail et à la capacité du travailleur de pouvoir occuper son poste. Donc là encore, on voit bien le lien avec l'état d'urgence sanitaire actuel. Et enfin, le traitement est nécessaire pour des motifs d'intérêt public dans le domaine de la santé publique. Donc, on comprend bien que le traitement de données de santé, par exception, va être possible. Il va être possible, mais pas dans n'importe quelles conditions, puisqu'il y a un certain nombre de règles d'or, ce que moi j'appelle les règles d'or du RGPD, et que la CNIL aussi qualifie comme telles, à respecter. C'est-à-dire que quand vous allez vouloir collecter vos données de santé, il faut qu'elles le soient pour une finalité précise. Pourquoi je le fais ? Que ce soit fait de manière licite, c'est-à-dire quel est le fondement légal qui m'autorise à poursuivre cette finalité. Je ne vais pouvoir collecter que ce qui est strictement et nécessairement indispensable à la réalisation de l'objectif défini. Concernant les données de santé qui sont considérées comme des données sensibles, je vais devoir les conserver de manière bien particulière parce qu'on comprend bien que un pirate malveillant ou un concurrent malveillant qui souhaiterait récupérer ces données ne doit pas pouvoir accéder très facilement au système informatique de l'entreprise si c'est stocké au niveau informatique, ou accéder facilement aux dossiers des salariés s'ils sont encore sous forme de classeurs papier dans des placards. Cette collecte de données, même si elle est autorisée, doit être limitée dans le temps, c'est-à-dire qu'on n'a pas la possibilité de conserver sans limitation de durée ces données. Il faut en assurer la sécurité. Il faut que la personne à l'égard de laquelle la collecte va avoir lieu soit informée du fait qu'on collecte des données sur elle, dans le cadre de cette collecte, quelles données on va collecter sur elle, et donc l'informer sur l'intégralité des droits dont elle dispose pour éventuellement accéder à ces données, pour pouvoir les modifier s'il y a une erreur, pouvoir faire opposition éventuellement au fait que cette donnée soit traitée sur elle, etc. Voilà, il y a un certain nombre de droits, je ne rentre pas dans le détail, le temps est limité, mais ces 8 règles d'or sont cumulatives. Donc, à partir du moment où vous mettez en place un traitement en particulier de données de santé de vos salariés, tous ces principes doivent être respectés. Je parlais juste avant ici de licéité du traitement, c'est-à-dire qu'il doit reposer sur un fondement légal. Le RGPD en liste 6, là encore, je ne rentre pas dans le détail, dans le cadre de l'épidémie de Covid et de l'état d'urgence sanitaire, ce qui va justifier le fait qu'on puisse collecter des données de santé, c'est le fait de respecter une obligation légale et le fait qu'on soit sur l'exécution d'un contrat de travail entre l'employeur et le salarié. Le consentement, je n'en parle pas parce qu'en fait, le consentement nécessiterait le fait que l'employeur demande l'accord préalable du salarié avant de faire la collecte. Alors, c'est pas du tout opportun de parler de consentement dans le cadre de l'épidémie aujourd'hui, et encore moins entre une relation employeur et salarié, parce qu'on part du principe que le salarié est une personne vulnérable et qu'elle ne peut pas donner un consentement libre et éclairé à son employeur. Il est plutôt contraint que consenti dans ce cadre-là. Donc, 2 fondements légaux: le fait de respecter une obligation légale et le fait que ce soit nécessaire à l'exécution du contrat.
Alors, un petit focus spécial sur le Covid-19, puisque ce que je viens de vous dire, c'est applicable qu'on soit dans le cadre de l'épidémie ou pas. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, au vu du contexte, on a des dispositions un peu particulières et d'exception qui sont prévues. Donc, alors j'ai essayé de vous résumer de manière très très synthétique. Là encore, ce n'est pas exhaustif, mais ça vous donne quand même un aperçu de ce que l'employeur va pouvoir faire, ce que l'employeur va devoir faire et ce qu'il ne doit surtout pas faire dans le cadre de l'épidémie. Donc aujourd'hui, les choses sont assez claires. C'est vrai qu'au tout début de l'épidémie, on avait un peu plus de flou autour de tout cela. Depuis, on a le plan de déconfinement qui est sorti au niveau du ministère du Travail qui a donné un certain nombre d'éléments de réponse. La CNIL a publié, Commission nationale informatique et liberté, a également diffusé des communiqués assez clairs sur les limites dans lesquelles les données de santé pouvaient être collectées dans le cadre de l'entreprise et pour les salariés. Donc là-dessus, c'est vraiment très synthétique, mais pas de campagne. Ce que ne peut pas faire et ne doit pas faire l'employeur, c'est de mettre en place des campagnes de dépistage massifs. Donc, hors de question de mettre en place une obligation dans l'entreprise, astreignant chaque salarié à passer le test Covid, soit en dehors de l'entreprise, soit dans le cadre de l'entreprise. Donc, ce n'est pas à l'employeur de mettre en place des campagnes de dépistage massives et surtout pas obligatoirement. Même restriction sur les tests d'ordre sérologique, donc pas de tests massifs obligatoires généralisés. Concernant les prises de température, même chose, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas obliger les salariés à se faire prendre la température et encore moins à enregistrer les résultats de la température pour les mettre dans un traitement et dans un fichier informatisé ou un document papier et de tracer. Donc les caméras thermiques sont proscrites au niveau des textes et des recommandations qui ont été diffusées dernièrement. Même chose pour les visiteurs qui seraient enregistrés, les freelances éventuellement qui travailleraient également dans le cadre de l'entreprise. Donc pas de choses de cet ordre-là à mettre en place au niveau des organisations. Pas de collecte non plus de manière systématique et généralisée des informations qui seraient relatives à la recherche d'éventuels symptômes. C'est-à-dire qu'il n'est pas question non plus de diffuser et de rendre obligatoire dans l'entreprise un questionnaire qui viendrait vous dire avez-vous de la fièvre, avez-vous des courbatures, est-ce que vous toussez, est-ce que vous éternuez, est-ce que vous avez pris votre température ce matin, est-ce que vous êtes allé dans une zone à risque. Voilà, le questionnaire n'a pas obligation en la matière et n'a pas à être rendu obligatoire et le salarié de fait n'a pas à être sanctionné sur le fait de ne pas avoir souhaité prendre sa température, rendre le questionnaire ou ne pas avoir voulu faire le test sérologique. En revanche, ce que l'employeur peut faire, parce qu'il y a quand même des choses que l'employeur peut faire. N'oubliez pas qu'il a quand même une obligation de prévention en la matière, donc il doit quand même faire un certain nombre de choses dans l'entreprise. Donc, il a la possibilité éventuellement de vérifier la température à l'entrée du collaborateur, mais cette donnée, une fois collectée, doit être anonymisée, supprimée ou ne pas être enregistrée sur quelque support que ce soit. C'est-à-dire qu'une fois que la température est prise, on ne doit plus avoir aucune trace de la personne pour laquelle la température a été prise et surtout la conclusion de ce relevé de température enregistré au sein de l'appareil. L'employeur peut également sensibiliser, et c'est plus là où effectivement l'entreprise a un rôle majeur à jouer dans cette épidémie, c'est de sensibiliser les salariés sur l'importance par contre de remonter les informations. N'oubliez pas encore une fois que le salarié a l'obligation quand même de prendre soin de sa santé et de sa sécurité et de celle de ses collègues. Donc c'est en vertu de ce principe-là qu'on compte sur la spontanéité des salariés pour faire remonter l'information par lui-même et donc sur la base du volontariat, sur le fait qu'il ait été en lien avec une éventuelle exposition.
Même chose, dans le plan de déconfinement, le ministère du Travail invite le salarié à prendre lui-même sa température le matin, et s'il y a éventuellement des signes de fièvre, de spontanément transmettre et faire remonter l'information dans son entreprise. Et c'est là où effectivement on commence à voir apparaître dans les textes le recours à la médecine du travail qui va reprendre tout son sens, et on va le voir juste après, dans le cadre de cette épidémie, parce que le canal dédié dans cette hypothèse-là, ça va être la mise en relation directe du salarié avec le médecin du travail. Puisque lui, pour le coup, a la possibilité d'avoir accès au dossier médical, et c'est le seul qui est habilité aujourd'hui à avoir accès au dossier médical du salarié. Alors, l'employeur peut quand même consigner et mettre en place un traitement où il tracerait le fait qu'il y ait une personne qui spontanément soit venue le voir en disant qu'il a été exposé, et où on va peut-être consigner le fait qu'il y ait eu une orientation médecine du travail, une préconisation de placement en télétravail, etc., etc. Ça va être le seul traitement qu'on va pouvoir éventuellement mettre en place au niveau de l'entreprise. Et par contre, ce que l'employeur doit absolument faire, je ne rentre pas dans le détail des premiers points puisque c'est tout ce qui concerne l'obligation de prévention des risques professionnels, mais c'est surtout à partir du moment où il y aurait un traitement et un fichier qui serait mis en place sur notamment les mesures préconisées, les orientations, les prises de contact avec le médecin du travail, etc., c'est de mettre à jour ce qu'on appelle le registre de traitement des activités et de mettre en place éventuellement ce qu'on appelle une analyse d'impact en matière de protection des données, dès lors que le traitement qui serait mis en place fait en sorte qu'on récupère des données qui seraient intrusives dans la vie du salarié et qui, encore une fois, restreindraient de manière assez importante ses droits et ses libertés dans l'entreprise. Et les deux derniers points, c'est effectivement d'informer les salariés de la collecte des données et des droits dont ils disposent, j'en parlais juste avant, et d'informer, de consulter vos représentants du personnel s'ils existent, parce que là encore, il y a des avis et des consultations à organiser pour rendre des avis dans la mesure où il y aurait ce type de traitement et de fichiers mis en place dans l'entreprise pour assurer une traçabilité des salariés, des données de santé des salariés dans l'organisation. Je vous le disais juste un petit peu avant, un focus bien spécifique sur le rôle central du médecin du travail. Alors, sachant que antérieurement à la crise du Covid, alors le médecin du travail est le seul, c'est ce que je disais juste avant, à avoir le dossier médical du salarié. Les services RH ne sont censés n'avoir aucune information d'ordre médical concernant le salarié, hormis exception concernant le handicap, quand il y a lieu de récupérer notamment la notification de travailleurs handicapés, le fait que le salarié soit en arrêt maladie, bien qu'il n'y ait pas de connaissance du motif de l'arrêt médical. Il y a deux exceptions que ce soit dans le cadre du Covid ou hors Covid, où on a accès éventuellement à une partie du dossier médical du salarié, c'est en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Alors, vous avez sans doute vu qu'il y a un souhait avancé et un projet avancé de rendre le Covid-19 potentiellement éligible à une reconnaissance de maladie professionnelle. Donc, dans cette hypothèse-là, les services RH auraient la possibilité d'avoir l'information autour d'une exposition Covid. Mais le canal aujourd'hui prioritaire dans le cadre du Covid, c'est la mise en relation du salarié avec le médecin du travail. Et c'est vraiment le seul qui doit être mobilisé dans ce cadre-là, sachant que là, effectivement, il y a un décret qui est sorti en tout début de semaine, fraîchement sorti du 11 mai et donc publié au journal officiel du 12. Désormais, le médecin du travail, à partir du moment où en fait il va recevoir un salarié dans le cadre de l'épidémie du Covid, a la possibilité de le mettre en arrêt de travail directement, sans avoir à passer par la case médecin traitant et de le renvoyer à son médecin traitant. Donc, on a une extension un petit peu, en fait, on a recentré vraiment le rôle du médecin du travail sur ce qu'il devrait être et de ce qu'il aurait dû toujours être, et ça relégitime un petit peu effectivement l'implication du médecin du travail dans l'organisation. Et donc, c'est lui qui va avoir la possibilité de recevoir les salariés, et c'est également le médecin du travail, éventuellement, qui a la possibilité de mettre en place des tests de dépistage de Covid dans votre organisation.
Donc, si vraiment vous avez le souhait, voire vraiment la volonté de mettre en place ces tests de dépistage, il faudra absolument que vous puissiez vous mettre en relation avec vos services de santé au travail et voir dans quelle mesure vous allez mettre en place ces tests de dépistage. Et il n'y aurait que les services de santé au travail, dans ce cas-là, qui recevraient vos collaborateurs pour pouvoir mettre en place les tests en question. Et en fonction du résultat des tests, ce serait également le médecin du travail qui préconiserait soit les aménagements de poste, soit la mise en arrêt de travail pour éventuellement écarter le salarié à risque de l'organisation interne de l'entreprise. Donc ce texte-là, vous allez retrouver le lien en fait à la fin du diaporama, puisque le texte est récent, donc je vous invite à le consulter et à vous rapprocher de vos services de santé au travail pour avoir de plus amples précisions, puisque on va avoir des petites pistes de précision qui vont arriver dans les prochains jours sur ces procédures-là en particulier. Un dernier focus sur le traçage, donc la fameuse application Stop Covid, puisqu'on a une décision du Conseil constitutionnel qui, là aussi, est toute fraîche du 11 mai. Donc, je reviens là-dessus assez rapidement, même si on est un petit peu en dehors du champ de l'entreprise. Mais le Conseil constitutionnel a été saisi par des députés pour voir dans quelle mesure l'application Stop Covid allait porter atteinte aux droits et aux libertés de l'individu dans la société. Donc, et a fortiori, en fait, ça peut trouver écho dans l'entreprise. Donc, le Conseil constitutionnel, en fait, rappelle le fait que le respect aux droits de la vie privée est un droit constitutionnel et que la collecte, notamment de données à caractère personnel, doit être justifiée par un motif d'intérêt général. Bon, là, en l'état actuel, l'état d'urgence sanitaire, c'est un motif d'intérêt général qui justifie le fait qu'on collecte un certain nombre de données. Par contre, le Conseil constitutionnel invite à ce que les données de nature médicale soient collectées avec une particulière vigilance et donc va venir un petit peu préciser les choses sur ce dernier point. Alors, vous allez voir que même si le Conseil constitutionnel conclut à ce que cette application Stop Covid porte atteinte au droit au respect de la vie privée, la protection de la santé vaut plus et justifie le fait qu'on puisse porter atteinte au respect de la vie privée. Pas n'importe comment, mais en tout cas, on a aujourd'hui un principe à valeur constitutionnelle qui a été reconnu de protection de la santé. Et dans sa décision, le Conseil constitutionnel va faire application des 8 règles d'or du RGPD qu'on a vues précédemment. Et en conclusion, va justifier que l'application Stop Covid, alors qui va pas collecter énormément de choses en fait. Dans une certaine mesure, c'est toujours peut-être un peu trop, mais l'objectif, c'est vraiment de minimiser les données qui seraient collectées pour les rendre nécessaires à ce qui est strictement indispensable au suivi sérologique des individus. Donc, les limites qui ont été posées par le Conseil constitutionnel seront vraiment de veiller à ce qu'une fois que l'épidémie sera terminée, l'intégralité des données qui auront été collectées soit supprimée. Et ça, ils vont être assez vigilants sur cet aspect-là des choses. Ils vont être également vigilants sur le fait que les personnes qui auront accès aux données dans le cadre de l'application soient habilitées spécifiquement et que les accès aux données soient tracés. Et également, puisqu'il va y avoir un certain nombre d'opérations de sous-traitance des services de l'État vers des structures sous-traitantes, et donc qu'il y ait la plus grande confidentialité qui soit assurée en matière de transfert des données. Il y a une question qui n'est pas encore complètement tranchée, mais là-dessus, je vais quand même volontiers prendre position. C'est le fait de savoir si l'employeur pourrait imposer à ses salariés l'utilisation de Stop Covid dans son organisation. Alors, bien évidemment que non, puisque déjà au niveau hors entreprise, il n'y a pas d'obligation en fait de prendre cette application, donc encore moins dans l'entreprise et encore moins obligation pour le salarié de signaler à son employeur dans cette hypothèse que son collègue éventuellement a émis un signal Stop Covid comme étant quelqu'un potentiellement en contact d'une personne contaminée au Covid-19. Donc là-dessus, ça paraît relativement clair, mais je pense que c'est peut-être intéressant
d'en parler. Donc, pas d'obligation d'installer cette application et pas d'obligation de remonter l'information et de dénoncer ses collègues dans ce cadre-là. Et pour terminer rapidement, puisque je vois que nous sommes déjà au-delà des 30 minutes, une petite synthèse, là encore non exhaustive, mais des actions et des sanctions qui pourraient être envisageables. Alors, juste une action discrimination en raison de l'état de santé, c'est-à-dire que toute personne qui éventuellement aurait fait savoir qu'il est porteur du Covid ou qui se serait signalé à la médecine du travail et dont l'employeur aurait eu connaissance, voilà, l'employeur qui serait tenté éventuellement de sanctionner ou de discriminer quelqu'un en raison de son état de santé, voilà, on est sur une mesure discriminatoire, donc on a une première action qui serait envisageable éventuellement dans ce cas. On aurait également la possibilité de mettre en place des actions en référé, puisque à partir du moment où on porte atteinte à un droit ou à une liberté fondamentale, on a la possibilité de saisir le juge en action en référé pour faire cesser la pratique en urgence. Les deux derniers points sont un peu plus spécifiques au RGPD, puisque on a la possibilité, à partir du moment où on est sur un traitement de données à caractère personnel et plus particulièrement de données sensibles, de déposer plainte auprès de la Commission nationale informatique et liberté. Alors c'est très simple, ça se fait en ligne, ça prend à peine quelques minutes sachant aussi là-dessus, à titre de précision, qu'avant l'épidémie de Covid-19, la CNIL a fait des données de santé un axe prioritaire de contrôle dans les organisations, parce que ce sont apparemment des données qui font l'objet de plaintes assez récurrentes au niveau de la CNIL. Donc voilà, les prochains contrôles qui seraient diligentés dans ce cadre-là concerneraient plus spécifiquement les données de santé. Donc vous comprenez, en plus, dans le cadre de l'épidémie de Covid-19, tout l'intérêt pour la CNIL d'aller vraiment regarder les traitements qui seraient mis en place dans les organisations dans le cadre de l'épidémie de Covid. Et une dernière action dont personne ne parle énormément aujourd'hui, mais qui sont intéressantes en particulier pour les organisations syndicales, c'est ce qu'on appelle l'action collective de l'article 80 du RGPD. Alors c'est pareil, c'est une action qui permet à une personne physique isolée éventuellement de se rapprocher d'une organisation pour que cette organisation agisse pour elle, soit auprès de la CNIL, soit auprès d'une juridiction compétente, là encore, pour obtenir des sanctions et des réparations au titre d'un préjudice que cette personne aurait subi pour non-respect du règlement général sur la protection des données personnelles. Donc, notamment si dans vos organisations, des traitements de données à caractère personnel étaient mis en place et qu'ils ne respectaient pas les 8 règles d'or du RGPD, toute organisation syndicale, association a la possibilité d'agir pour le compte de personnes physiques seules ou plusieurs personnes physiques pour obtenir réparation du préjudice. Et les sanctions vraiment beaucoup plus spécifiques liées au RGPD, je rappelle quand même que c'est peut-être ce qu'il y a de plus aujourd'hui marquant, en tout cas avec l'entrée en vigueur de ce RGPD, c'est qu'aujourd'hui, une entreprise qui se ferait condamner pour non-respect du RGPD, les sanctions correspondent entre 2 et 4% de chiffre d'affaires annuel mondial ou entre 10 et 20 millions d'euros. Donc ces sanctions sont des sanctions pécuniaires qui sont assez lourdes, en plus du préjudice éventuellement d'image que cela engendrerait pour l'organisation. Donc il y a vraiment un intérêt majeur à bien réfléchir avant de mettre en place un traitement de données à caractère personnel lié au traitement des données de santé, quand bien même nous trouverions aujourd'hui dans un contexte un peu particulier lié au Covid-19 et à l'état d'urgence sanitaire. Je vous ai mis les quelques liens utiles qui vous permettront de retrouver la majeure partie des informations autour de ce sujet. Voilà, et puis je vous remercie pour votre attention. J'espère que ça a été relativement clair. J'ai essayé de faire concis, même si ce n'est pas très exhaustif, mais voilà, je voulais que vous ayez le maximum d'informations pour susciter les interrogations dans vos organisations et mettre en place ce qui était nécessaire pour mener à bien et traverser au mieux cette période complexe. Et voilà, j'espère que vous prenez bien soin de vous dans le cadre de cette épidémie.
Merci Aurore. Alors, je remets la vidéo en espérant que le son ne coupera pas à nouveau. Et donc, de nombreuses questions. C'est un sujet qui lui aussi appelle beaucoup de questions. Alors, très rapidement, une première question de Chantal qui nous dit: un de nos clients très importants veut imposer à ce que l'ensemble des salariés signent un document intitulé Des règles Covid sur le site. En a-t-il le droit? Alors, si ce sont des règles qui posent des préconisations en disant nous vous invitons. Alors, il y a toujours une question de tonalité. C'est est-ce que c'est obligatoire de faire ça, ou est-ce que nous vous recommandons, nous préconisons, etc. Le fait qu'on impose de manière collective et obligatoire à l'ensemble des salariés pose un problème. C'est-à-dire que dans la logique, qu'on soit Covid ou hors Covid, dans le cadre des traitements de données de santé, on va être vigilant de savoir si on rend obligatoire et généralisé. À partir du moment où ça va être obligatoire et généralisé, ça va être non. C'est pas possible. Par contre, si c'est une note d'information qui donne un certain nombre de recommandations et qu'on demande aux salariés d'émarger qu'ils ont simplement reçu et pris connaissance du contenu de la note, encore une fois, tout va dépendre du contenu de la note. Alors que le salarié signe, c'est mieux. Si le salarié ne signe pas, il y a toujours la possibilité pour l'entreprise de l'envoyer en recommandé pour forcer le fait d'avoir porté à connaissance les recommandations de l'entreprise. Après, se pose la question de savoir si le salarié était sanctionné du fait de ne pas avoir signé cette note. Et là, effectivement, il n'y a pas de sanction possible, normalement, du fait de ne pas avoir signé ces recommandations. D'accord. Alors, une autre question, Brigitte, qui nous demande s'il y a un délai qui aurait été fixé pour une mise à jour du DU, justement, ou est-ce qu'on reste avec l'obligation légale, qui est une obligation de révision à minimum une fois par an? Alors, le DU, c'est un vaste sujet parce qu'en fait, là, on le voit avec les dernières décisions qui ont été rendues. La majeure partie des condamnations sont liées au fait que le DU ne soit pas à jour. C'est-à-dire que le DU, en principe, on a une révision annuelle, effectivement, mais aussi dès lors qu'il y a une perturbation majeure dans l'organisation. Et là, dans le cadre du contexte actuel, on est sur un contexte de perturbation majeure. Et quelque part, le DU, c'est la première chose à mettre à jour avant de faire tout le reste, à la limite. C'est je mets à jour mon DU, je mets en place mes procédures, je mets en place mes équipements de protection collective et si j'arrive pas à faire en sorte que ma protection collective soit pertinente, je mets en place ma protection individuelle. C'est sans délai. Là, pour le coup, c'est immédiat. On ne doit surtout pas attendre la révision annuelle pour se mettre en conformité avec le Covid. Merci. Encore une question de Stéphane qui nous demande, dans le cadre d'un changement d'employeur, le dossier médical du salarié est transmis généralement d'un service du travail, enfin de médecine du travail, vers un autre service de médecine du travail, au nouvel employeur. Quelles sont les conséquences pour les salariés qui auraient été testés Covid positifs à terme? Alors, en principe, les transmissions de dossiers ne peuvent se faire que par médecin interposé ou service de santé au travail. Donc, ils sont soumis au secret médical, secret professionnel renforcé. Donc, en principe, il n'est pas censé y avoir de fuite d'informations de la nouvelle entreprise, enfin du deuxième service de santé au travail vers la nouvelle entreprise, puisque le dossier médical est frappé de secret médical. Donc, l'information n'est pas censée sortir du service de santé au travail et le nouvel employeur n'est pas censé être informé par les services de santé au travail que cette personne éventuellement a été porteur du Covid. D'accord. Et une dernière petite question, alors autour de la température, qui a soulevé beaucoup de questions et beaucoup de remarques. Donc en vrac, Sandrine et Annie qui nous disait-on obligé de se soumettre à un test de température ou est-ce que c'est facultatif? Est-ce que si l'employeur peut-il l'imposer à l'entrée dans le bureau? Non, il ne peut pas l'imposer. On est vraiment dans cette logique de responsabilisation de la personne du salarié. Muriel Pénicaud a été très claire là-dessus. La présidente de la CNIL a été très claire là-dessus. Et en plus, la prise de température aujourd'hui n'est pas forcément garante d'une fiabilité absolue sur le fait que vous soyez porteur ou pas de Covid, parce qu'on part du principe que c'est un des symptômes, mais tout le monde ne l'a pas.
Donc, ils ont été très clairs. Non, on ne peut pas imposer la prise de température. On invite même plutôt à ce que ce soit les salariés qui le fassent de leur côté, plutôt que ce soit l'entreprise qui le fasse. Et c'est une démarche qui va rester volontaire de la part du salarié de vouloir le faire ou pas. Et encore une fois, pas de sanction du fait que le salarié ait refusé de se faire prendre la température, et pas d'interdiction d'accéder aux locaux non plus parce qu'on n'a pas pris sa température avant d'entrer. D'accord. Merci Aurore. Alors, encore beaucoup de questions, mais que je vais te transmettre par mail et auxquelles tu pourras apporter effectivement les réponses. Nous vous apporterons d'ailleurs ces réponses dès qu'Aurore aura pris connaissance d'elles et qu'elle aura pu apporter cette réponse. Alors, on vous remercie à nouveau de votre attention. Vous avez encore été nombreux à nous rejoindre pour ce webinaire. Je remercie beaucoup Aurore de son intervention. Résumé en 30 minutes, un dossier aussi vaste, avec une actualité aussi récente, le pari n'était pas simple, il faut le reconnaître. Je vous invite à nous suivre à nouveau dès la semaine prochaine pour une nouvelle semaine de webinaire. En l'occurrence, un webinaire très intéressant ce lundi, puisque depuis le début de la crise sanitaire, le gouvernement a adopté pas moins de 35 textes, dont certains, et encore pas mal de textes en attente, qui adaptent le droit du travail au confinement et qui permettent de faire face à l'épidémie. Et afin de se retrouver dans ce dédale, on vous propose justement un webinaire pour faire le point de manière synthétique, notamment sur la consultation du CSE face aux délais réduits qui ont été imposés par ce contexte sanitaire. Et ce sera Maître Ludivine de Nice qui animera ce webinaire ce lundi à 10h, comme d'habitude, sur ce même canal. D'autres webinaires sont également en préparation. Vous les voyez s'afficher. Je précise qu'on a d'autres thèmes qui arrivent au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site pour retrouver tous les thèmes qui sont programmés pour ce mois de mai et déjà pour le mois de juin. Je vous souhaite une très bonne fin de journée à tous, un très bon week-end en perspective et je vous dis à très bientôt et surtout à lundi. Merci.